Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 octobre et je sais pas comment vous présenter les choses sans être vulgaire, mais j'ai l'impression qu'on s'est fait filouter avec cette soirée européenne. Je suis hyper frustré pour Marseille, je suis hyper frustré pour Monaco. Les deux clubs se retrouvent avec des résultats qui sont pas du tout à la hauteur des contenus des matchs et vraiment j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir dans cette histoire. Donc on va revenir sur la prestation olympienne, on va revenir sur la prestation monégasque, mais ça m'a foutu de mauvaise humeur, je vais pas vous le cacher. On parlera également du match entre le Real Madrid et la Juve, un match qui a été assez intéressant, qui au final n'a pas du tout été le spectacle auquel je m'attendais, mais sur lequel il y a quand même pas mal de points à sortir en termes d'analyse. On parlera d'El Famoso Arkea Park du côté de Brest qui ne verra peut-être pas le jour, et on évoquera un rebondissement dans l'avenir de Michael Olise, mais je vais pas alimenter la Gazette Mercato, bien au contraire, vous allez comprendre pourquoi. Installez-vous confortablement, graillez votre somme avec moi, bienvenue pour le journal du jour. Je suis dégoûté pour l'Olympique de Marseille. Alors sur le papier, il y a absolument rien d'honteux de perdre au Sporting. Finalement, le club portugais a mis des fessées à un nombre incalculable de clubs français au cours de ces dernières années, mais là je suis dégoûté parce que Marseille pouvait faire mieux. Marseille pouvait aller chercher le match nul, Marseille pouvait même espérer une victoire, et finalement les choses ont tourné différemment. Il y a un gros sujet d'arbitrage, je vais pas alimenter la polémique, mais je vais vous résumer ça. Voici les compositions qui étaient alignées, et évidemment le tournant du match, c'est l'expulsion d'Emerson pour un second jaune à cause d'une simulation juste avant la mi-temps, et l'arbitrage a été critiqué par Pierre-Emerick Aubameyang mais également par l'entraîneur Roberto De Zerbi. Aubameyang a tout simplement dit que l'arbitrage n'était pas au niveau, et ce qui fait une grosse polémique du côté d'Aubameyang, du côté de ton entraîneur également, c'est le premier carton jaune. Autant le second c'est une simulation, il n'y a absolument rien à dire et il faut charger la responsabilité du joueur qui n'avait pas à faire ça dans une rencontre de Ligue des Champions, autant le premier jaune, est-ce que il pouvait éviter la main, Emerson, bon, en tout cas, t'as de quoi être dégoûté, parce que finalement, Marseille, il y a un avant et un après. L'OM a très bien débuté sa rencontre, a été extrêmement dangereux. T'as Petchao qui a inscrit assez rapidement le premier but et qui, même avant ça, s'est montré dangereux au cours de pas mal d'occasions. J'attends de voir un petit peu avec ce joueur. Des fois, je suis convaincu, des fois, je suis un peu plus sceptique. Mais là, franchement, il faisait une très belle rencontre. Mais à partir du moment où t'es réduit à 10, le jeu d'équilibre, il est bouleversé. En plus, je trouve que ton entraîneur a très mal réagi. Alors évidemment, tu peux pas poursuivre à 10 comme tu fais un match quand tu es au complet. Mais là, t'as vraiment eu l'impression qu'il y a eu une annihilation complète des ambitions offensives de l'Olympique de Marseille, du coaching qui n'a pas été pertinent avec des entrants qui n'ont pas été excessivement bons, et à partir du moment où tu sors les joueurs qui peuvent incarner le danger, où tu te recroquevilles vraiment sur toi-même alors que tu mènes que d'un petit but, tu dois le payer tôt ou tard. Et en fait j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on a ce scénario avec Roberto De Zerbi, et que c'est un mec qui gère mal l'avantage ou le désavantage numérique au cours des rencontres. En plus, on a Pavard qui également ne sort pas à la rencontre de l'année. Je dois vous avouer que c'est tout simplement rageant, parce que je suis persuadé que Marseille avait les moyens d'aller chercher un résultat là-bas, je suis persuadé que cette équipe est pétrie de qualité, mais là on en sort juste dégoûté avec une défaite. Monaco méritait largement, mais alors largement, de balayer Tottenham, sauf que ça fait 0-0, match nul à domicile, et je suis dégoûté parce que ça aurait été un beau succès et Pocognoli aurait eu son premier fait d'armes. Manque de bol, Vicario, le gardien de Tottenham, était dans un grand soir et ça t'a posé problème. Voici les compos qui étaient alignés, et très bon match d'Akliouche qui a été dangereux à plus d'une reprise. Le milieu monégasque souffre de pas mal d'absents, mais il était au rendez-vous au niveau de la maîtrise du match, et ta défense a su rester concentrée, et c'est pas mal parce qu'honnêtement quand je regardais la feuille de match, j'étais un petit peu dubitatif. Et du côté de Tottenham, Richarlison, je sais pas comment vous le dire, j'ai jamais été un grand fan du joueur, je m'en suis jamais caché. Quand je me dis qu'il est devant Kolo Muani dans la hiérarchie, ça m'inquiète beaucoup pour le français. Il y a une entrée de Xavi Simons qui était même pas titulaire au début du match, qui a pas été à la hauteur, et finalement toute cette équipe de Tottenham a manqué d'inspiration. Ils ont été solides défensivement, mais c'est à peu près tout, parce que Monaco, tu le vois dans les buts attendus, tu le vois dans les occasions, ils ont attaqué encore et toujours. T'as eu un bon Akliouche, t'as eu un bon Ansu Fati. Pour moi le problème c'est Balogun, pour moi le problème c'est Biarritz. En fait t'arrives pas à trouver un numéro 9 qui fait la différence, t'arrives pas à avoir ce profil tueur, et c'est peut-être ça qui a manqué à Monaco, parce qu'en dehors de ça c'était très très bon. Même au niveau du banc, t'as eu l'entrée de Golovin qui a été extrêmement satisfaisante, donc finalement Monaco a dominé, Monaco a eu plein d'occasions, mais un bon gardien plus le fait de manquer d'un grand numéro 9, ça t'a empêché de prendre les 3 points, c'est regrettable, mais au moins on peut se dire que c'est prometteur pour la suite de la saison monégasque.
Victoire du Real Madrid face à la Juve, mais je suis pas totalement convaincu et je me dis que le club espagnol pouvait quand même faire mieux parce que la Juventus se présentait dans un état quelque peu moribond, mais finalement ça a été un match cohérent de la part des deux équipes et je trouve qu'il y a des enseignements positifs à aller chercher des deux côtés. Voici les compos qui étaient alignés et le Real Madrid devait faire avec une myriade d'absents et la charnière Militao-Asensio, j'ai été particulièrement convaincu, le Brésilien s'impose comme le patron de la charnière centrale pendant qu'Asensio de son côté a été vraiment un très très bon lieutenant, a eu un retour héroïque en fin de match, donc c'était bien plus solide que ce à quoi je pouvais m'attendre. Toujours du côté du Real Madrid, je suis amoureux d'Arda Güler, footballistiquement parlant. C'est un mec qui incarne la créativité offensive du Real Madrid. T'as eu un bon Vinicius Junior qui crée du danger, du déséquilibre, et il est évidemment à l'origine du but de Bellingham, un Bellingham qui revient également en force. Finalement, si j'avais quelques regrets du côté du Real Madrid, c'est peut-être un match qui a été un peu moins convaincant qu'à l'habitude de la part de Mbappé, Diaz qui était également un petit peu en retrait, mais en dehors de ça, le Real Madrid a fait le taf et s'ils n'ont pas réussi à faire un score fleuve, c'est sûrement parce que la Juve était très bien organisée défensivement. J'ai trouvé que l'équipe était cohérente en fait, même dans certains moments avec des phases de transition intéressantes. C'est pas pour rien que j'ai trouvé la défense du Real Madrid au niveau, c'est parce qu'il y avait quand même des actions où il fallait avoir des défenseurs centraux au niveau. Alors cette Juve, il n'y a toujours pas une armée d'offensives de très grand talent, il y a toujours un manque de capacité à être dangereuse tout au long de la rencontre. Ils ont vraiment beaucoup subi et je pense que ça aurait pu tourner un peu plus mal de leur côté, mais finalement je m'attendais à une leçon, j'ai pas vu de leçon, mais j'ai vu des trucs cool du côté du Real Madrid, j'ai vu des trucs cool du côté de la Juventus, à voir la suite de la saison de la vieille dame et la situation d'Igor Tudor, mais il y avait quand même du positif des deux côtés durant ce match. Est-ce que vous vous souvenez du stade de Quidditch qui était prévu à Brest? Alors évidemment c'est pas un vrai stade de Quidditch, je suis en train de vous parler du stade prévu pour le stade brestois, le club de football, l'Arkea Park. Ce dernier était censé sortir de terre en 2027, je vous l'annonce, il va falloir prendre votre mal en patience si jamais vous étiez hypé par les 3D de ce projet. Alors en fait, c'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles. À la base, il y avait un signal positif. Au cours de l'été, t'as eu beaucoup d'autorisations qui ont été délivrées parce que t'as une commission d'enquête désignée par le tribunal administratif qui a jugé le projet d'intérêt général. Ça justifiait de bétoniser 17 hectares de terres agricoles et sacrifier la faune et la flore qui étaient présents à cet endroit. On sait qu'en fait, pour ce genre de projet privé qui demande à artificialiser beaucoup de sol, à sacrifier beaucoup de terrain, il faut que le projet soit jugé d'utilité générale, et là c'était le cas. Sauf que voilà, le tribunal administratif de Rennes est revenu sur cette décision au cours des dernières heures, et du coup ça remet tout le projet en question. En fait, il y a des vraies questions de protection écologique, il y a également des questions autour de l'intérêt général sur la partie économique où le dossier n'est pas jugé assez solide, notamment sur les retombées que ça pourrait apporter. Alors sur le fond du dossier, j'ai évidemment pas d'avis, je suis pas spécialiste, je connais pas assez bien la situation, mais en tout cas que vous soyez pour ou contre ce projet de Arkea Park, ce qui est sûr et certain, c'est que les temps judiciaires vont être longs et qu'on n'est pas prêt d'avoir le dénouement. J'ai du mal à comprendre les rumeurs autour de Michael Olise. On entend que tel et tel club sont intéressés, mais à un moment, les mecs, vous pensez qu'il évolue dans un club de bas de tableau de Ligue 1, de Première Ligue, de Liga. Michael Olise, il est dans le grand Bayern Munich et on part pas comme ça du Bayern Munich. D'ailleurs, le directeur sportif du club, à savoir Max Eberl, a rappelé un truc, c'est qu'il avait pas de clause libératoire. Il a un contrat jusqu'en 2029, il est totalement blindé par le Bayern et même du côté du joueur, j'ai du mal à comprendre pourquoi on voudrait partir parce que finalement, le Bayern, c'est un club qui est hyper compétitif et qui peut prétendre, notamment cette année, à gagner sur absolument tous les plans. C'est un joueur qui aujourd'hui est valorisé à 130 millions d'euros. C'est la 10e valorisation du football mondial avec Florian Wirtz et il avait été recruté par le Bayern Munich au cours de l'été 2024 pour seulement 53 millions d'euros. On peut dire que la bascule est absolument gigantesque. Michael Olise, il est hyper convaincant, il a été élu joueur de la saison au Bayern Munich pour sa première saison. C'est un mec qui peut incarner l'avenir au poste d'ailier. On avait Franck Ribéry à une époque en français absolument phénoménal qui a construit sa légende du côté du Bayern Munich. On prédit potentiellement, il en est encore loin parce qu'il est très jeune, mais un avenir qui pourrait être similaire du côté du Bayern pour Michael Olise. Donc à un moment, il va falloir se calmer sur les rumeurs. Le joueur est dans un top club, il le sait.
sait, il est bien, il est titulaire indiscutable, le club apprécie son joueur, c'est un élément précieux, le genre de joueur que tu trouves pas sur le marché des transferts. Donc je pense que l'histoire va continuer pendant bien longtemps. Terminé pour le journal du jour, je suis désolé, il n'y aura pas de vidéo cet après-midi, c'est pas de mon fait et j'ai beaucoup de petites contrariétés en termes d'emploi du temps en ce moment. C'est ça qui fait que je me retrouve un peu trop souvent à mon goût à vous dire ça. Je me rattraperai évidemment demain parce qu'il y aura des matchs à débriefer dans le journal. Il y aura également une grosse vidéo que j'ai d'ores et déjà prévue pour un match important en Espagne qui aura lieu ce week-end. Bon, je pense que vous avez deviné de quoi je veux parler, mais du coup pas de vidéo cet après-midi. Je vous donne rendez-vous demain, kiffez bien votre journée, salut!